Et salut toi! Alors aujourd'hui on va se retrouver en fait pour parler de mes lectures du mois, de tous les services presse que j'ai pu lire. Et ce mois-ci en fait j'ai décidé de faire ma sélection autour de la science-fiction comme tu sais. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas connaître mon coup de cœur de la science-fiction. Alors je vais commencer tout d'abord par un livre qui m'a été envoyé en version numérique, donc malheureusement je ne peux pas te montrer la couverture. Il s'agit de 6 pieds sous terre de Meghala Nolan. Suite à une énième guerre, l'humanité a utilisé la bombe nucléaire et elle a rendu la Terre invivable pour l'humain. Elle a donc décidé d'aller se réfugier dans des bunkers souterrains. Et on va suivre la vie en fait de Yelena, une jeune femme qui veut devenir médecin pour pouvoir sauver les siens, mais qui malheureusement, à cause de sa classe sociale, ne peut réussir les examens. Elle va une fois de plus en fait échouer à ses examens, mais elle va se rendre compte dans le même temps qu'un virus est en train de sévir auprès des siens et elle va essayer de les sauver. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman ? Je l'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce roman. Alors c'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais on y était proche, très honnêtement. Ce que je trouve incroyable dans ce roman, en fait, c'est que Meghala Nolan a créé tout un monde entier. Et ce monde est quand même assez complexe alors que le roman ne fait que 200 pages et quelques, je crois, la version numérique. Il n'est pas si long que ça et pourtant, en fait, elle a réussi vraiment à établir un monde construit, un monde complexe, sans pour autant partir dans des grandes descriptions ou ainsi de suite. Justement, c'est ça qui est génial avec elle, c'est que tu apprends et tu découvres ce monde en fait à travers la narration, à travers l'action et non pas à travers des paragraphes et des paragraphes où elle va venir t'expliquer ce qui se passe. Ce qui est le plus dingue en fait, c'est surtout le côté assez prenant, assez angoissant en fait de ce roman. Parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans son monde, il n'y a plus de monnaie comme on l'entend, mais tu achètes tout en fait à partir de l'oxygène. Donc si tu veux prendre ta douche, si tu veux manger, si tu veux t'acheter des biens, il faut en fait que tu donnes des minutes d'oxygène que tu as. Parce que oui, dans ce monde-là, on te donne chaque jour une ration d'oxygène. Et c'est là où c'est dingue parce que l'oxygène qui est naturel pour nous, que l'on utilise comme ça sans s'en rendre compte, ici c'est vraiment une monnaie d'échange. Et en gros, parfois il faut choisir entre vivre correctement ou en fait prendre le risque de ne plus pouvoir respirer. C'est une critique sociale qui est extrêmement développée, qui est très très bonne, sans pour autant partir dans quelque chose de très compliqué, de très barbant. Justement, à chaque fois, comme je te disais, elle intègre ça à l'action et c'est très bien fait en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce roman-là, c'est que finalement, t'as pas mal de romans de dystopie du coup, ou comme par exemple celui-là, roman de SF post-apocalyptique, qui vont te vendre vraiment cet univers post-apocalyptique, qui vont te vendre de l'exotisme, on va dire en quelque sorte, et au final, au bout de quelques pages, une fois que le décor est posé, on laisse tomber ça au profit d'une histoire d'amour ou au profit d'une intrigue secondaire, et on oublie totalement le côté post-apocalyptique. No, God! No, God, please, no! 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 Et avec Meghala Nolan, c'est pas du tout le cas. Du début jusqu'à la fin, tu restes bien avec les promesses qu'elle t'a faites dès le début. Et ça, c'est génial. Si tu as lu et aimé en fait Silo, je te le conseille vraiment. Alors, on n'est pas totalement sur le même public. Je dirais que Meghala Nolan, c'est un public peut-être légèrement plus jeune. Hello, darkness, my old friend. Bon, mon chat nous a rejoints. Du coup, je disais, le public de Meghala Nolan est peut-être légèrement plus jeune, mais on n'est pas du tout sur du teenage, hein, très honnêtement. Donc tu peux y aller, tu peux foncer, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que donc là je ne te parle que du tome 1, il y en a un deuxième et j'ai hâte de le lire parce que clairement la fin du tome 1, elle nous torture un peu et tant mieux que le tome 2 est déjà sorti parce que t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe après quoi. Donc maintenant je vais te présenter les services presse que j'ai reçus en papier et je vais pouvoir te présenter les couvertures.
Alors tout d'abord, je vais te présenter non pas un roman mais une nouvelle. Il s'agit du projet La Gomme. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça ou pas. C'est en fait un roman, enfin une nouvelle, pardon, d'anticipation. Dans cette nouvelle, l'auteur s'est demandé ce qui pouvait se passer dans les années à venir si on n'arrivait pas en fait à résoudre le problème écologique. Et du coup, on vit finalement les dernières années de l'humanité, enfin ce qu'on imagine être les dernières années de l'humanité. Pour éviter en fait qu'une telle catastrophe climatique recommence un jour si l'humanité arrive à s'en sortir, ou tout simplement qu'une autre civilisation sur une autre planète puisse le vivre aussi, l'humanité a décidé en fait de recueillir tous les témoignages, enfin le plus de témoignages possible à travers le monde des personnes qui sont en train de vivre justement l'effondrement. Et ce témoignage, ça va permettre en fait aux survivants ou aux personnes qui auront accès à ça plus tard de savoir où le monde en fait a raté, qu'est-ce qui s'est mal passé et surtout quelles ont été les conséquences pour éviter de le revivre un jour et surtout de minimiser le problème écologique. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, alors elle est assez courte, elle est sous forme du coup de lettres, de témoignages en fait qui ont été écrits et c'est ça qui la rend tellement réaliste. Et surtout en fait, les témoignages, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous différents. Tu vas du pessimiste qui n'a plus envie de vivre, du survivaliste qui va dans des bunkers et qui se prépare, aux jeunes en fait qui se disent tant pis, l'humanité est foutue. Je n'ai jamais connu le monde normal, mais avant de m'éteindre, avant qu'on meure tous, j'ai envie juste de profiter de la vie. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment plein de visions différentes, plein de réactions différentes et c'est ça qui rend cette nouvelle en fait si crédible. C'est parce que t'as tous les profils possibles. C'est vraiment une lecture que je te recommande parce que c'est une piqûre de rappel, ça te montre à quel point c'est important aujourd'hui de préserver notre planète et non franchement je pense que c'est une lecture que tout le monde devrait faire juste pour se rappeler à quel point c'est important d'agir tous pour éviter justement d'arriver à ce point de non-retour qu'on voit dans cette nouvelle. Alors ce n'est toujours pas un roman que je vais te présenter mais un recueil de nouvelles cette fois. Donc il y a plusieurs nouvelles, c'est De chair et de métal. De chair et de métal, c'est en fait plein de petites histoires qui vont venir s'accumuler les unes les autres. En soi, normalement, elles n'ont aucun lien les unes avec les autres. Et pourtant, pour certaines, on pourrait croire qu'elles viennent à peu près du même monde, à peu près du même univers. Mais de quoi ça parle ? Alors du coup, comme je le disais, c'est plein de nouvelles différentes, mais elles sont toutes autour d'un même thème, c'est-à-dire les animaux, qu'ils soient modifiés génétiquement, qu'ils soient robotiques, qu'ils soient tout simplement créés par l'homme en fait. Ce sont des animaux qui sont là pour être utilisés par l'humain. C'est l'utilisation des animaux, l'exploitation des animaux. On passe d'animaux faits exprès pour les combats, d'animaux domestiques, d'animaux là pour des buts tout à fait autres, écologiques ou autres. Bref, c'est toutes les utilisations en fait que l'homme peut faire des animaux. Encore une fois, c'est comme un petit peu une piqûre de rappel, je trouve, puisque ça nous permet de voir à quel point, en fait, toute la technologie, toute la science peut dériver parfois. Et c'est un monde, alors je ne dirais pas pessimiste, parce qu'on n'est pas non plus sur du pessimiste pur, mais c'est pas optimiste, ça c'est sûr. Et du coup, ça nous fait réfléchir à l'utilisation qu'on pourrait faire dans le futur des animaux, mais aussi en fait à l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, parce qu'on peut pas s'empêcher en fait de faire un parallèle avec les animaux qui sont élevés exprès pour la nourriture, ou les animaux élevés exprès pour leur peau, pour leur fourrure. On est obligé de voir ça et de comparer ça avec aujourd'hui, et on peut se rendre compte en fait que oui, aujourd'hui certains trouvent ça normal en fait d'élever des animaux pour les manger après, mais en fait est-ce que ça pourrait pas demain être modifié et qu'on pourrait glisser au fur et à mesure en fait vers une situation de plus en plus dramatique où les animaux auraient de moins en moins de droits et seraient de plus en plus exploités?
Et finalement, cette transition, est-ce qu'elle pourrait pas se faire de façon en fait inconsciente et que du coup, ce qui est présenté dans ce recueil un jour soit considéré comme normal sans qu'on s'en rende compte en fait. Aujourd'hui, ça nous choque parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à ce stade d'exploitation, mais sournoisement, ça pourrait arriver et je trouve que justement, c'est bien de se questionner avant que ça arrive. Mais ce recueil, en fait, c'est pas que de l'anticipation, il n'y a pas que ça. C'est aussi très poétique, j'ai trouvé. Les mots de l'auteur permettent en fait d'avoir une certaine prose, une certaine poésie, des fois. Et puis, les créatures sont des créatures... Elle s'est inspirée pour certaines de mythologie ou ainsi de suite, mais elle a quand même réussi à créer ses propres... créatures en fait, et elle est d'une imagination débordante. C'est pas les créatures que tu as l'habitude de retrouver tout le temps. Alors le petit truc, c'est que moi j'ai dû le lire en fait d'affilée pour pouvoir faire ma chronique, et comme je te disais en fait, certaines nouvelles on retrouve à peu près le même univers et à peu près, alors pas la même chose hein, parce que chaque nouvelle est différente, mais on retrouve la même ambiance en fait. Et du coup, je trouve que peut-être que j'ai moins apprécié ma lecture en étant obligée de toutes les lire d'un coup. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est de les lire une nouvelle à la fois, d'espacer tes lectures. Mais en tout cas, c'est le livre parfait en fait pour les soirs d'hiver, lorsque tu sais pas trop quoi faire, et tu te mets sous ton plaid, tu lis une petite nouvelle et puis ça te refait ta soirée, vraiment. Alors on passe enfin du coup au roman, et le premier roman que je vais te présenter c'est Virtual Revolution 2046. Là en fait on est sur de la SF cyberpunk, mais laisse-moi te parler déjà du résumé. La technologie a largement évolué et aujourd'hui en fait l'humanité est divisée en 3 catégories. Tu as d'un côté les connectés qui passent toute leur vie en fait dans des mondes de réalité virtuelle. Ensuite tu as les vivants, ceux qui refusent la technologie justement, qui par exemple refusent les implants, refusent de vivre dans les mondes virtuels, qui s'appellent aussi versés. Et tu as les hybrides qui passent d'un monde à l'autre. Et on va suivre du coup en fait le parcours de 3 individus différents. Tu as tout d'abord l'hybride Nash qui va être en fait employé par une entreprise de réalité virtuelle pour pouvoir enquêter sur des faits qui sont surnaturels qui se passent dans les mondes justement virtuels. Ensuite tu as Jenna qui est donc employée par Interpol. Et pour finir tu suis la vie de Ray, une jeune connectée dont la colocataire va être kidnappée et elle va devoir justement la retrouver dans le monde réel, chose auquel elle n'est pas du tout préparée étant donné qu'elle a toujours été connectée. Alors ce roman, je l'ai beaucoup aimé dans le sens où l'intrigue est très très bien ficelée. Dès le début en fait on a envie de savoir ce qui se passe et on a envie de connaître la fin. Il y a du suspense, vraiment on s'attend pas à ce qui se passe. Le seul petit point, petit bémol on va dire, c'est que le livre en fait a une structure assez particulière. Il est divisé en parties et chacune de ces parties est divisée en sous-sections et ces sous-sections correspondent en fait au point de vue de chacun des 3 personnages. Seulement ces sous-sections peuvent être très très courtes parfois et faire 1 ou 2 paragraphes. Et lorsque tu passes d'une sous-section à une autre, c'est pas forcément parce que l'action s'est terminée, mais c'est pour créer une espèce d'ambiance, je dirais de suspense. Donc c'est-à-dire que parfois tu vas être coupé en plein milieu de l'action et passer à un autre personnage. Et ça en fait c'est une technique qui est très utilisée au cinéma et forcément on le retrouve dedans parce que l'auteur est aussi réalisateur. Et il y a pas mal de codes justement du cinéma que tu vas retrouver dans ce bouquin. Par exemple l'importance du décor et des descriptions. Le visuel est très très important et bon forcément on se doute que c'est essentiel à ce roman étant donné qu'en fait il va te décrire les versets, donc les mondes de réalité virtuelle, et ces versets sont très exotiques donc forcément le visuel est extrêmement important dans ce roman. Mais il n'y a pas que là en fait où la description est assez dingue chez cet auteur,
c'est que c'est vrai que l'action en elle-même n'est pas forcément mise en avant et lorsqu'il y a des scènes d'action, l'auteur ne va pas le faire comme on pourrait le retrouver classiquement dans un roman, c'est-à-dire juste décrire l'action et nous mettre ce sentiment d'urgence, ce sentiment de rapidité. Non, lui, il vient te donner l'action avec, pareil encore une fois, une certaine description. Et je sais qu'au tout début du roman, il y a une scène de combat et j'ai vraiment eu l'impression en fait, dans cette scène, que l'auteur venait te présenter donc déjà les personnages qui étaient en train de se battre et j'ai eu l'impression en fait qu'on était dans un jeu vidéo et qu'on avait mis sur pause, que par exemple les personnages étaient en l'air en train de sauter, en train de se préparer à attaquer et qu'on était en train de décrire chacun de ces personnages pour les présenter. Je sais pas si tu comprends exactement ce que je suis en train de te dire, mais c'est très perturbant en fait. Quand il y a cette action, on a cette impression de le temps est mis en pause pour qu'on puisse comprendre l'action et après le temps revient à sa vitesse normale. Et je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais j'ai adoré en fait ce point-là parce que justement comme on est dans des réalités virtuelles, ça vient un petit peu finalement venir en lien avec les jeux vidéo où on peut mettre pause sur un jeu vidéo. Alors j'avoue que parfois le fait de passer comme ça d'un personnage à l'autre sans avoir fini la scène, le fait d'avoir beaucoup de descriptions, parfois ça m'a un peu frustrée quand même, mais sinon non, une fois que je me suis habituée au rythme, c'était nickel. Et en fait, tout ce qui est description, petite section et ainsi de suite, c'est un avantage comme un inconvénient pour ce bouquin, parce que finalement ça le fait sortir du lot. Franchement, il dénote par rapport aux autres romans, donc ça c'est le point positif, mais il te faut quand même peut-être un petit temps d'adaptation avant de t'y mettre. Donc si tu décides de le lire et que dès les premières pages tu as vraiment du mal avec cette façon de faire, ne t'inquiète pas, tu vas t'y habituer et franchement ça vaut le coup de poursuivre ta lecture. Et on finit cette sélection du coup avec le dernier roman que je vais te présenter. Et ce roman, c'est en fait mon coup de cœur, mais c'est pas juste mon coup de cœur du mois en fait. C'est mon plus gros coup de cœur de SF de toute ma vie. Je n'ai jamais autant apprécié en fait un roman de SF. Et ce roman, c'est La couleur des nébuleuses. Donc ce qui est dingue en fait avec ce livre-là, c'est que c'est un space opéra et même si je n'ai jamais lu de space opéra en fait avant, j'avais forcément vu des films qui voilà, il y a un chat qui s'invite. Non, Jali, pas sur la caméra. Du coup, je te disais, j'avais forcément vu des films qui en fait parlaient, qui étaient dans le thème space opéra comme Star Wars ou ainsi de suite, et que c'est un style que je n'aime pas du tout normalement. Mais j'avais décidé en 2020 de sortir de ma zone de confort, c'est pour ça que j'avais sélectionné ce livre-là. Et tant mieux, parce que vraiment, je n'ai jamais eu un coup de cœur pareil pour un livre de science-fiction. Bon, je te parle de ça, mais il faut déjà que je te le présente. Je suis d'accord. Donc je te le présente tout de suite. En 2099, il y a un phénomène qui va se créer dans l'univers et qui va créer finalement les nébuleuses. Ces nébuleuses en fait vont créer la vie à travers la galaxie et du coup l'humanité ne va plus être la seule espèce intelligente dans la galaxie et il va falloir en fait construire tout un monde, tout un univers autour de ces différentes planètes qui aujourd'hui du coup sont habitables. 200 ans plus tard, bon, tout a été construit, tout a été établi et il y a une religion qui a été créée et diffusée à travers du coup la galaxie et qui vient régir tout cet univers-là. Annie est une jeune fidèle qui va bientôt rentrer dans l'ordre, mais son temple va être attaqué, elle va se retrouver du coup sur un vaisseau spatial et elle va devoir traverser la galaxie pour pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé et trouver les réponses à toutes ces questions. Elle va se rendre compte que finalement tout ce qu'on lui a dit depuis sa naissance n'est pas forcément la vérité. Alors du coup c'est bien beau de te dire que j'ai adoré ce bouquin, mais il faut déjà que je te dise pourquoi. On va commencer avec l'univers. L'univers il est
extrêmement complet, enfin c'est dingue tout ce qu'il y a. Il y a des religions, les planètes, les espèces, il y a la hiérarchie sociale, la monnaie, l'histoire. Bref, tu as tout, mais absolument tout qui est développé et c'est dingue. Et d'ailleurs en fait, pour la petite histoire, l'auteur a une chaîne YouTube et elle a fait une vidéo justement où elle expliquait comment elle avait créé ce monde-là. Et j'ai vraiment adoré regarder cette vidéo après avoir lu ce bouquin. En dehors de l'univers, t'as aussi les personnages qui sont extrêmement bien développés, très très attachants. Ils ont tous une personnalité, ils sont tous extrêmement crédibles, ils ont tous un passé, une histoire. Enfin, c'est dingue le détail qui a été apporté à chacun des personnages, même les personnages secondaires et surtout même les personnages en fait qui sont d'espèces animales en fait, qui ne sont pas avec une intelligence humaine on va dire. Même ces personnages-là sont attachants et ont une histoire et c'est vraiment fou. L'intrigue en elle-même aussi est génialissime, hein. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe jusqu'au bout, on ne s'attend pas du tout au rebondissement, vraiment. Tu vas vraiment être surpris par tout ce qui se passe en fait dans ce bouquin. C'est pas prévisible du tout. Mais surtout le gros plus, c'est le message militant en fait qu'il y a dedans. Il est discret, c'est-à-dire que... discret. Il n'est pas moralisateur en fait. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Elle te le fait comprendre de façon très subtile, à travers des petites anecdotes, des petites choses, mais vraiment toutes simples. Je vais te décrire en fait une scène qui te montre à quel point c'est simple mais c'est efficace. Annie se retrouve devant des toilettes publiques et elle attend. Un employé en fait va venir la voir et lui poser cette question, mâle, femelle ou non genré. Enfin, je sais plus si c'est dit comme ça mais voilà. En gros, on te propose les 3 types et ça j'ai trouvé ça génial parce que elle vient pas du tout te dire ça de façon agressive ou moralisatrice. Elle vient de te le dire tout simplement. Ce n'est pas parce que Annie représente physiquement les caractéristiques féminines que c'est une fille. Donc du coup l'employé lui demande de quel genre elle est. Et surtout il y a ce 3e genre. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça, elle va le faire pour beaucoup de choses. Donc il y a énormément de minorités qui sont représentées, que ce soit lesbiens, pansexuels ou ainsi de suite. Tous sont représentés. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est intégré de façon ultra naturelle dans le roman et j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs du coup ça revient un petit peu à un podcast que je t'avais fait sur les minorités sexuelles où je te disais que je m'étais rendu compte que moi j'intégrais toujours des minorités sexuelles dans mes bouquins de façon inconsciente et que je me posais la question maintenant que je m'en étais rendu compte de savoir si j'allais continuer à le faire ou pas et surtout comment je voulais le mettre, si je voulais le mettre de façon naturelle ou si je voulais vraiment faire passer un message et revendiquer l'identité sexuelle ou autre de mon personnage. Et c'est vrai que moi je préfère quand c'est fait de façon naturelle. C'est ce qui se passe dans ce roman et c'est ce que moi je préfère et je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais faire aussi, continuer de faire justement dans mes propres romans. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau thème qui sera le feel good. Et là on parlera du coup de bien-être avec la lecture, de calme. On va être très loin en fait de la sélection de ce mois-ci qui était plutôt angoissante, plutôt apocalyptique. Là, ça va être que du bonheur. J'espère que ça t'aura plu et je te dis du coup à la semaine prochaine. C'était Mélanie. I would do it all again.